Si on vous demandait qui vous êtes, Je dirais, je suis l'inventeur de la théorie néo-mimétique, il faudrait dire peut-être. Vous voyez, parce que mimétique, ça ne veut rien dire finalement. Parce que le mot mimétique a tellement de sens. Alors, si vous voulez, je suis quelqu'un qui a compris que pour parler des rapports humains, il faut les placer sous le signe de ce qu'on appelle la réciprocité. Il est évident que c'est imitation réciproque. Vous me regardez, je vous regarde. Je vous offre la main, vous me tendez la vôtre. Mais s'il y a un refus de réciprocité quelque part, la réciprocité se rétablit instantanément, car le refus est partagé par l'autre. Le refus devient une invitation au refus chez l'autre. Il est presque impossible d'abolir la réciprocité entre les hommes. La violence est une forme de réciprocité. en somme, vous êtes un philosophe. Je dirais, je voudrais établir l'anthropologie, soyons pas trop ambitieux, parce que sur une base, vous voyez, l'anthropologie, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement la culture. Donc, c'est les rapports humains. Est-ce que les psychologues, les sociologues se sont jamais vraiment interrogés sur la différence entre les rapports humains et les rapports animaux? Alors, je pense que c'est précisément cette réciprocité. Regardez la télé, les documentaires sur les animaux. Même lorsqu'ils se battent, même lorsque, vous savez, vous avez les deux bouquetins, où les deux fronts sont très exactement ciblés l'un contre l'autre, hein, c'est une symétrie parfaite, ils ne se regardent jamais. Ils ne peuvent pas se regarder. Ça n'existe pas. Chez Kipling, il y a quelque chose de très amusant dans le livre de la jungle, où les animaux ne peuvent pas soutenir le regard de Mowgli. Alors là, on voit vraiment l'impérialisme de l'homme. Il a l'impression qu'entre eux, les animaux se regardent. Mais ils ne peuvent pas soutenir le regard de l'homme. Ce n'est pas vrai. Les animaux ne se regardent pas. Ils se flairent, ils se sentent, ils se devinent par toutes sortes, tous leurs sens. Et sans doute la vue a une petite part, là, mais très petite. Tandis que chez nous, c'est exclusivement la vue. Puis après, la parole. Donc, ça doit avoir un sacré sens. Je crois qu'il faut partir de là. Qu'est-ce qu'un rapport humain? Qu'est-ce qui rend le rapport humain? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît qu'on a en face de soi un homme? C'est le regard. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce regard qui est différent du regard animal? C'est qu'il vous regarde. On dit on échange des regards. C'est tout à fait extraordinaire. On échange des regards au sens où on va avoir des dons et des contre-dons lorsqu'on aura une culture. Mais il faut peut-être cet échange-là, il faudrait commencer par là. Vous avez publié l'an dernier, en avril 2004, un ouvrage, Les origines de la culture, qui se présente comme une autobiographie intellectuelle, où précisément vous donnez à vos lecteurs des éléments pour mieux connaître et mieux comprendre votre parcours. Je suis d'une certaine manière autodidacte, il n'y a pas de doute. J'ai une tendance à l'autodidacte, j'aime bien m'expliquer les choses à ma façon. Alors est-ce que ça marche? Moi je suis toujours en train d'essayer de prouver que ça marche. Donc j'y crois. On a quand même des textes. Vous voyez alors tous ces textes d'anthropologues, lorsque toutes les indications concordantes, n'est-ce pas? Il est bien évident qu'il arrive un moment où elles emportent la conviction. Alors je pense que j'apporte une nouvelle anthropologie. Alors quel est son avenir? Je ne sais pas. Elle est reçue comment par vos collègues anthropologues ou pas? Silence au plus total. Je dirais, la plupart des anthropologues, pour l'instant, les refusent. Mais leur silence est intéressant. D'abord, je ne fais pas partie de la... Vous savez comment sont les universitaires. Si vous ne faites pas partie de la corporation, vous pouvez écrire n'importe quoi, découvrir la théorie d'Einstein et tout ça, vous ne serez jamais reçu par l'université. Parce que pour des raisons purement de corporation. Et vous n'en êtes pas. Et j'en suis pas. Je suis chartiste. En tant que chartiste, ça vous sert à dire je ne suis rien. Je viens de nulle part. Je viens de nulle part. Oui, oui.
Vous êtes né un jour de Noël, le 25 décembre 1923 à Avignon. Vos parents vous ont prénommé René Noël Théophile. Pourriez-vous nous parler un peu d'eux? Eh bien, mon père, sa famille était en partie provençale, en partie originaire d'Auvergne. Ils étaient d'un milieu de petite bourgeoisie. Mon père est le premier intellectuel de la famille. Il a fait l'école des Chartes avant la Première Guerre mondiale. Il a été conservateur de la bibliothèque et du musée Calvé. Puis à la fin de sa vie, il était conservateur du Palais des Papes aussi. Alors il était très dévoué à son travail, il était un chartiste passionné, il connaissait Avignon par cœur. Il a fait un livre qui s'appelle « L'évocation du vieil Avignon ». C'est le livre sérieux sur Avignon qui va de maison en maison. Ma mère sort d'une famille beaucoup plus bourgeoise, surtout du côté de sa mère, même avec des prétentions un petit peu aristocratiques. Elle était intellectuelle aussi, elle est une... Je dis quelque part, je crois qu'elle était une des premières, ou peut-être la première femme à obtenir le baccalauréat dans le département de la Drôme. C'est quelque chose. J'ai quand même des souvenirs, elle était italianiste. Elle nous lisait, lorsqu'elle était enfant, des passages de Manzoni, Promessi Sposi, en particulier le début qui est magnifique, les Bravi. Et nous, la seule chose qui nous intéressait, c'était ce qu'on appelait la peste de Milan, qui se trouve au paroxysme du roman, et c'est la grande peste de Milan au XVIIe siècle, enfin, qui est une chose très connue. C'est un thème qui reviendra beaucoup dans votre œuvre. Et oui, au fond, c'est vrai. Oui, oui. C'est mon premier contact avec la peste, si j'ose dire. Non, mais j'ai eu aussi la fièvre typhoïde à l'âge de 10 ans, et paraît-il, c'est ce que mon père disait, c'est à cause de moi qu'on a changé les canalisations d'eau à Avignon, etc. Il y avait eu encore 1 ou 2 cas de typhoïde. Et j'ai joué un rôle dans la modernisation du système d'eau d'Avignon, comme victime. Quand on est malade et au lit, on lit des livres. Quel est votre premier livre qui vous a vraiment marqué? Ah, bien écoutez, je peux vous dire ça assez exactement parce que je me souviens des premières phrases que j'ai réussi à lire tout seul. Et ça s'appelait Passepartout et l'affamé, par un monsieur Laumont, je crois, et c'était une version enfantine du roman de renard. Le livre animalier, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'après, j'ai beaucoup aimé le livre de la jungle de Kipling et ce genre de choses. Peut-être plus le livre de la jungle de Kipling. Le livre de la jungle de Kipling, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais est vraiment très important pour mes thèmes si on le regarde de près. Parce que presque tous les épisodes se terminent par 1, 2, 3 meurtres collectifs, qui sont parfois agencés d'une manière admirable. Je ne sais pas, j'ai essayé de chercher un petit peu, pas assez, dans les travaux sur Kipling pour savoir si on s'est vraiment intéressé aux sources. Et j'ai jamais obtenu de résultats très intéressants, vous savez. Mais il a utilisé des sources mythiques et de façon très profonde. Et ça, c'est quand même important, puisque c'est mon sujet, si vous voulez, de montrer que la littérature recourt d'une certaine façon. Par exemple, dans le second livre de la jungle, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ça s'appelle les chiens rouges, je crois. Vous savez, les chiens dans la jungle, c'est le pire. Le pire, c'est pas les tigres, etc. C'est l'arrivée des chiens qui sont comme une foule. Et ils dévorent tout sur leur passage, ils détruisent tout. Et alors Mowgli décide de leur régler la compte. Mowgli les provoque et se dirige vers un arbre, n'est-ce pas, assez loin, éloigné, leur échappe. Et ensuite est entouré par ces chiens qui le menacent, qui essayent de l'attraper, etc. Ça dure. Et il a préparé le terrain, bien sûr. Et ensuite, il se porte vers un lieu qui est un grand rocher qui surmonte une rivière. Et alors, lorsque l'heure est venue, il part vers ce rocher. Et lorsqu'il arrive vers ce rocher, pieds nus, n'est-ce pas, il se met à taper tant qu'il peut. Parce que c'est le rocher où habitent les abeilles. Donc, vous avez la première foule, les chiens, qui vont être dévorés par une seconde foule bien plus grande, celle des abeilles. Parce que Mowgli, lui, plonge. N'est-ce pas? Il arrive dans l'eau avant.
Et les chiens qui viennent derrière vont être piqués par tellement d'abeilles que la plupart d'entre eux vont... Mais ceux qui plongent, de toute façon, les loups sont là pour les achever. Donc c'est un agencement de meurtres. Il faudra dire peut-être à un moment quelconque que le meurtre collectif dans la culture, le meurtre collectif qui arrive à une crise et qui se termine, si vous voulez, par quelques victimes spectaculaires, n'est-ce pas? Mais là, il y a une petite foule qui est victime d'une plus grande foule. Et si vous regardez les histoires de Mowgli, c'est toujours comme ça. Toujours. Et toutes les histoires du livre de la jungle finalement se terminent par des meurtres collectifs. Donc, à mon avis, sont des mythes hindous. Et je ne sais pas ce que savait Kipling à ce sujet. C'est l'époque où vous découvrez Cervantes. C'est l'époque où j'ai découvert Cervantes aussi dans un livre d'enfant, dont j'ai toujours un exemplaire, illustré par Benjamin Rabier, je crois. Et j'ai ces illustrations toujours dans la tête. J'ai toujours lu Cervantes, au fond, à partir de ce livre. Et quand même, je me suis tout de suite posé des questions sur le genre de personnage qu'il est. Vous terminez votre période de lycéen, vous êtes Je termine bachelier. ma période de lycéen très mal. Vous êtes chahuteur, Je suis très chahuteur. saute-ruisseau. J'ai toujours été anti-école et anti-université. Parce qu'en 10e, chez Madame Rigaud, lorsque je suis arrivé la première fois, une terreur panique m'a saisi comme je n'en ai jamais eu plus depuis dans ma vie. Et alors ma mère a trouvé pour moi ce que mon père appelait une école de gâtés. C'est-à-dire une petite école où on allait seulement le matin, où il y avait 3 élèves, et qui n'avaient pas les duretés du lycée. Alors après, je suis retourné en 6e au lycée. Je crois que j'ai même redoublé ma 6e. Alors la 2e année, j'ai eu le prix d'excellence. Prix d'excellence en 6e, en 5e et en 4e. Puis à partir de 4e, le lycée d'Avignon s'est un peu décomposé pour des raisons qui tenaient déjà à l'arrivée de la guerre. On mobilisait des jeunes gens, etc. On remplaçait les professeurs hommes par des professeurs femmes, qui étaient très très bien entendu, mais qui n'étaient pas respectés par les élèves, et qui étaient plus chahutés que les hommes. Je faisais plutôt partie d'une bande avignonnaise un peu... pas très éloigné du voyou, au fond. C'est pas du voyou bourgeois, vous voyez. Allez, parce qu'on faisait des coups pendables, vraiment, au lycée. On téléphonait au proviseur, avec un mouchoir sur le truc, et on lui annonçait, au début de Pétain, on annonçait qu'on était un attaché du ministère de l'Éducation nationale, et que le ministre allait venir au début de la semaine prochaine pour faire un salut au drapeau spécial aux élèves du lycée d'Avignon. Alors, ils croyaient ça, vous voyez. Et alors, on attendait le lundi avec impatience pour voir quel préparatif il y aurait, si on ferait venir les flonflons de la caserne. Et puis, rien ne se passait. Ou alors, on avait fait pire, et ça, c'était même méchant. On téléphonait et on disait, il y a certains professeurs, puis on choisissait les plus chahutés. Vous savez, c'est vraiment un scandale, le lycée d'Avignon, etc. On ne fait plus de classe. Ça chahute tellement que le professeur ne peut pas parler. Alors, nous songeons à mettre à la retraite anticipée un tel. C'était terrible, parce qu'une fois, en fait, on a failli être attrapé par la police d'Avignon. C'est peut-être dangereux à raconter aujourd'hui, de tant d'années après, ça paraît assez innocent, surtout sous Vichy, parce que c'était en fait une mesure de résistance. C'était anti-Vichy. Est-ce qu'on parle politique dans votre famille? Oh, on parle beaucoup politique, comme dans toutes les familles du milieu de la France. Il y a une moitié de la famille qui est à gauche et l'autre moitié qui est à droite. Votre mère est à gauche, à droite? Ma mère était en principe à droite. Mon père était en principe à gauche, bon radical socialiste, au fond. Mon père, il était très capable d'observer les situations politiques. Par exemple, en 37, 38, 39, il annonçait la défaite. Il nous annonçait la défaite et nous, on réagissait contre, etc. Il va y avoir la guerre et elle durera
un mois à partir du moment où les Allemands attaquent. Mon père était de ce calibre. Alors on réagissait, mais on a quand même été drôlement impressionnés le 15 juin 40. Et mon père et ma mère en dépit de ses traditions d'action française, etc., et mon père, très Troisième République, au fond, ont été gaullistes le premier jour. Pas de problème de ce côté-là. Pour gaullistes au départ. Alors nous, les deux fils aînés, moi j'avais 15 ans, on voulait partir, vous voyez, mais en même temps, on ne l'a pas fait, quoi. On ne l'a pas fait parce qu'il fallait partir pour l'Espagne. Et il valait mieux ne pas partir, parce qu'on serait tombé dans les prisons franquistes. Vous êtes bachelier au début de la guerre. Alors, j'étais encore au lycée, et je suis bachelier en 1940, dans un rang très médiocre, très médiocre. Puis au début 1941, le chahut devient tel que bien que mon père fasse partie du conseil d'administration du lycée, on me renvoie. Alors là, mon père n'était pas content. Alors j'ai dit, je vais me préparer au bachot philo, seul avec l'école universelle, il y avait des trucs, etc. Alors non seulement j'ai réussi, mais j'ai eu mention bien. Alors là, mon père a été impressionné, et c'est pourquoi l'année suivante, après avoir passé une semaine à Lyon, où je voulais préparer normal, et où j'ai retrouvé un peu mon impression de 10e à cause du bizutage. J'ai haï ces formes de brimade, de hippocagne. Bien sûr, hippocagne. J'arrivais. Et je suis reparti à Avignon comme une flèche. S'il n'y avait pas eu le bizutage, je serais sans doute resté à la Canne de Lyon. Mais mon père m'a dit, ce que tu peux faire, puisque tu as l'air d'être capable de travailler seul, mieux que dans les écoles, n'est-ce pas, prépare l'école des Chartes. Et j'ai préparé l'école des Chartes, vous savez, en faisant des thèmes latins. Il y avait des textes à l'époque, des manuels pour les élèves, où il y avait le texte français, le texte latin, la traduction latine, puis un mot à mot sur l'autre page, vous savez. C'est formidable. Alors avec ça, vous pouvez, en cachant la partie qu'on devait avoir, faire des exercices de thèmes et de versions tout seul, qui sont très supérieurs à ce qu'on fait. Vous voyez, vraiment calculer votre truc et dire pourquoi ça change ici, pourquoi ça change là. Donc j'étais devenu très fort en latin. J'ai tout perdu. Et vous intégrez l'école des Chartes. Et j'intègre l'école des Chartes. Quel souvenir gardez-vous du Paris de l'occupation? Ah, très sombre. J'avais l'impression de connaître des petits îlots autour des bouches de métro, vous savez. Comme si ça avait été, je ne sais pas, un grand désert, n'est-ce pas, qu'on aurait exploré souterrainement, et de temps en temps, on regardait et on voyait autour de soi un petit périmètre. Vous y restez bloqué en quelque sorte. Oui. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous êtes coincé dans la capitale. Coincé dans la capitale, en particulier, au début j'étais dans un hôtel, vous voyez, que j'ai choisi moi-même. Il faisait terriblement froid à Paris dans l'hiver 42, c'est l'hiver 42-43. Et finalement, j'ai été sauvé quand même par le 104 rue de Vaugirard, vous savez, la maison des Pères Maristes. Et c'était Hubert Landais qui m'a fait admettre à l'âme. Parce qu'il a compris que j'en avais vraiment besoin. Je suis très reconnaissant. Finalement, j'ai fait l'école des Chartes avec beaucoup de dégoût. D'un dégoût qui n'était pas vraiment lié à l'école des Chartes. J'étais pas fait pour ça, c'est vrai. L'école des Chartes était épatante à l'époque. C'était un confort par rapport au reste de la Sorbonne. Très peu d'élèves, dans un lieu magnifique, avec des livres superbes partout. Mais j'étais incapable d'en jouir. Tout ça, je n'avais ni la maturité, puis une espèce de fermeture due aux mauvaises conditions générales. À l'absence de nourriture. Et vous ne vous voyez pas bibliothécaire Absolument. En sortant de l'école des Chartes, ni archiviste? Mais j'avais même pas fait le diplôme de bibliothécaire qui se fait en supplément, donc je ne pouvais être qu'archiviste. Et du coup, ça Et décide... alors l'idée d'entrer dans les archives départementales, et c'est un copain qui m'a dit, je ne sais pas chez quel professeur de la Sorbonne, il y a des possibilités de voyage en Amérique. Alors moi j'ai sauté dessus. Qu'est-ce que vous vouliez être? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Rien du tout. Je n'avais aucune idée. J'avais vraiment aucune idée. Ou alors je voulais vaguement être écrivain parce que
je faisais partie au lycée du groupe de 3 ou 4 pseudo-intellectuels, un peu, vous voyez, avec des prétentions littéraires, et en particulier un ami très cher d'ailleurs, qui est mort depuis, mais qui était un jeune disciple de René Char et qui écrivait des poèmes post-surréalistes. Et en même temps, le surréalisme me déplaisait instinctivement, mais c'était la seule offre culturelle qui était là devant moi. Il y avait une offre surréaliste à Avignon, comme c'est la proximité de l'Île-sur-Sorgue ou... Oui, c'était un peu la proximité de l'Île-sur-Sorgue, parce qu'il avait un prestige formidable, René Char, puisqu'il était colonel des FTP à la fin de... Vous voyez ? Alors il arrivait en uniforme, et puis en même temps, seul demeure, et les poèmes, et tout ça, puis il connaissait tous les grands artistes. Et grâce à ça, d'ailleurs, il y a eu cette exposition d'Avignon de 1947, où il y avait Picasso, Matisse, etc., de l'organisation de laquelle j'ai fait partie avec mon ami. Le moteur de la chose, c'était Christian Zervos. Il était très digne de confiance, Christian Zervos. C'était un type très sérieux, puis qui avait beaucoup de talent, au fond. Il était à la fois érudit et marchand de tableaux, qui avait cet immense appartement. Moi, je me souviens, à la rue du Bac, d'entrer dans cet appartement et de voir tous ces Picasso et ces Matisse à la période cubiste brune, vous savez, c'est très rare. Il en avait une pièce complète. Je trouvais ça affreux, d'ailleurs, mais impressionnant au possible. Vous savez, comme d'entrer dans une caverne préhistorique. On est allé dans l'atelier de Picasso au quai des Grands Augustins. C'était très rigolo, parce que Picasso traitait tout le monde en copain. Quel âge aviez-vous ? J'avais 17, 18 ans. Non, un peu plus, 20 ans, oui. Ouais. C'était 20 ans. Lorsque cette exposition s'est faite au Palais des Papes, grâce à mon père, grâce au père de mon ami Zervos, qui était un homme très intelligent, ce qu'il voulait, c'est faire venir des gens. Alors, il a proposé à Jean Villard, qui voulait faire du théâtre en plein air, le Palais des Papes. Le festival du Palais des Papes, personne ne le sait, mais c'est quand même un phénomène historique important. C'est Christian Zervos qui l'a inventé. Lorsque cette exposition s'est faite au Palais des Papes, j'aimais pas ça. J'aimais un peu Matisse, que je n'aimais ni la peinture moderne, ni l'école des Chartes. Mais j'aimais pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis. Ça faisait peut-être aussi partie de mon désir. Le point commun que j'ai avec Yves Berger, qui sera plus tard mon éditeur chez Grasset, c'est cette espèce de passion de l'Amérique qu'avait le Midi de la France vers 44, 43, 44. Et vous partez pour la Caroline du Nord ? Pour l'Indiana. 9 jours de traversée. C'était assez étrange. Vous parlez l'anglais ? Non, très mal. Je faisais très très mal. Je me souviens à New York avoir fait une phrase en anglais à un flic, tout ça, qu'il n'a pas compris. Tout ça, j'ai découvert à quel point je parlais mal. J'avais un anglais livresque. J'avais beaucoup de vocabulaire parce que je travaillais seul. Alors mon anglais parlé était très très mauvais. Ça s'est amélioré. Il s'est amélioré, mais il reste quand même marqué d'accent français. Parce que je suis arrivé trop tard. J'avais 23, 24 ans. Il reste marqué d'accent français. Des souvenirs de New York précis ? New York m'a un peu fait peur. Comme Paris. Si vous voulez, ce que la guerre a fait, c'est qu'elle m'a donné une espèce d'horreur des grandes villes. Je me souviens après des années d'Amérique, arriver en chemin de fer à Paris, me donnait une impression redoutable. Et l'avion, là, a amélioré les choses. Arrivé dans l'Indiana, vous dites que vous vous intéressez davantage aux voitures américaines qu'aux cours de français que vous êtes censé donner. Sûr. Oui, bien sûr. Vous recommencez à chahuter à nouveau ? Je recommence un peu à chahuter, oui, au fond. Parce que c'était très facile de chahuter. Parce que l'université d'Indiana, c'était dans un trou, dans le sud de l'Indiana, Bloomington, Indiana. Ils étaient très chauds, très orageux. Un peu ce genre de canicule. Et en même temps, c'était formidable parce qu'il y avait une bibliothèque très riche, déjà, même si à l'époque elle était loin. Et on pouvait y passer
sa vie, si on voulait. Alors là, pour la première fois, je me suis dit à lire énormément. Et en particulier tous les auteurs français que je n'avais pas lus. Et tous les romanciers que j'enseignais à ce moment-là. Vous n'en perdez pas moins votre poste. Je n'en perds pas mon poste parce que je ne publie pas. Et il y a un normalien qui est arrivé à ce moment-là qui publiait. Alors j'ai découvert qu'il fallait publier. Sinon, on périt. Sinon, Et donc, comme vous ne publiez pas, vous êtes je viré. péris. Et alors je me mets à publier formidablement. Alors le premier article que j'ai publié, c'est un article sur Saint John Perse. C'est la façon dont Perse utilise l'histoire. Il mélange tout. Et alors il y a une espèce d'histoire synthétique qui émerge, d'odeur historique qui est Asie centrale, en un siècle indéterminé, Anabase, vous savez. Alors, j'ai écrit un article qui a plu à Saint John Perse, parce que Saint John Perse s'intéressait énormément, il trouvait qu'on n'écrivait pas assez sur lui. Et je l'ai rencontré une fois à Washington, et c'était un personnage qui avait un panache fou. On voyait qu'il y avait un côté antillais à la fois et ministre des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, et puis cherchait à l'imposer, à dire, il disait des choses brillantes, tout ça. Et j'avais rencontré une exposition d'art esquimau. Et quelqu'un l'avait nommé, Saint John Perse, je venais de publier un article sur lui. Alors je me présente. Et il venait de lire l'article, qu'il avait aimé. Alors il m'a invité à déjeuner, etc. Tout ça, j'étais absolument... Vous sentez le génie? Il y avait aussi un théâtre qui était très visible chez lui. Je ne savais rien à cette époque du rôle qu'il avait joué pendant la guerre contre De Gaulle. Au fond, il a compliqué les relations franco-américaines, il paraît. Je n'ai pas de renseignements personnels, mais il était très ami de certains milieux du New Deal littéraire, et il a beaucoup influencé, paraît-il, Archibald MacLeish, qui était un ami de Roosevelt, et Roosevelt contre De Gaulle. Ils étaient absolument persuadés que De Gaulle n'était qu'un type de l'extrême droite la plus méprisable, enfin une espèce de nazi français. Vous publiez en 1954 un autre article sur Valéry et Stendhal. Oui. Alors là, c'est important pour moi parce que c'est un article sur deux individualismes. Un individualisme extrêmement raffiné, compliqué, purifié, celui de Valéry, celui de M. Teste, se moquant de l'individualisme un peu vulgaire, de l'égotisme stendhalien, et jouant au plus fin avec Stendhal. Alors mon article est au fond un effort, je ne sais pas s'il réussit, est un effort pour montrer que Stendhal est plus honnête, plus authentique, et d'une certaine manière plus proche de la réalité que Valéry. Qu'il y a du romantique chez Valéry et du romanesque chez Stendhal. Que finalement, M. Teste est beaucoup plus romantique, et que chez Stendhal, il y a un sens de la réalité qui tout à coup reparaît, n'est-ce pas? Et qui n'est peut-être pas là au début. De l'amour est un livre très mauvais, vous savez. Lorsqu'on pense au sujet qui m'intéresse chez Stendhal, on pense à de l'amour. Parce qu'il y a quand même un petit manuel là. Mais ce manuel, c'est pas encore le Stendhal du Rouge et le Noir. C'est la vanité qui brusquement vous apparaît en lisant Stendhal. Alors, la vanité. Moi, ce qui a motivé mon premier livre, c'est le rapport entre la vanité stendhalienne et ce que Proust appelle le snobisme. La vanité stendhalienne, c'est déjà du snobisme. Ce que Stendhal dit, c'est depuis la Révolution, toute la société française est en train de devenir snob au sens anglo-européen du terme. Alors, il n'y a guère que l'Italie qui surnage un peu, et c'est la Chartreuse de Parme. En Italie, ils sont encore capables d'aimer vraiment, de se battre vraiment, de croire vraiment à quelque chose. Deux sentiments contradictoires, la passion et la vanité. La passion et la vanité. Lorsqu'il essaye de parler de la passion, finalement, c'est les chroniques italiennes, et c'est un peu l'horreur, c'est l'horreur sanglante. Lorsque j'ai écrit Mensonge romantique et vérité romanesque, j'aurais dû mettre en rapport avec la notion de sublime. Parce que la notion du sublime au XVIIe siècle, qu'est-ce que c'est? C'est la tragédie, c'est le sang. Alors lorsque la notion de sublime disparaît, qu'est-ce qui reste? Et c'est la question, au fond, que se pose Stendhal. Stendhal dit, il n'y a plus que la vanité, il n'y a plus que les faux sentiments. Faire la cour à Madame la Marquise,
n'est-ce pas? Mais à chaque instant, en pensant à l'impression qu'on fait sur l'autre, etc. Et le monde moderne, c'est ça. Et puis les moments d'extase, de passion, Julien Sorel dans sa prison. Ah oui, mais alors nous y reviendrons. chez des gens très spéciaux, chez des gens qui sont capables de surmonter ceci, parce que Julien Sorel, c'est l'archi-menteur, qu'il n'est même pas capable d'apprécier Madame de Rênal. Ce qu'il y a de magnifique chez Stendhal, c'est qu'on voit en lui un anti-chrétien, etc. C'est vrai sur le plan idéologique, mais pour qu'une femme soit valable sur le plan passion, il faut qu'elle soit extrêmement pieuse. N'est-ce pas? Les lecteurs modernes stendhaliens ne voient pas. Ou alors le seul aristocrate qui soit un vrai aristocrate, parce que tous les aristocrates sont devenus des vaniteux, parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre la femme du duc de la Mole, qui est le patron de Julien à Paris, et qui ne parle que des croisades, est une vaniteuse. Donc c'est la pire des bourgeoises. Mais Monsieur de la Mole lui-même, qui veut faire arriver Julien, parce qu'il voit la supériorité intellectuelle et pratique l'énergie de Julien, l'énergie napoléonienne de Julien, lui reste un aristocrate différent de ceux que la Révolution a fabriqués, dit Stendhal. Il a des formules comme ça. Donc déjà, dès cette période, les analyses de mensonges romantiques et vérités romanesques commencent à se déployer chez vous. Oui. J'ai publié mon premier livre en 61, c'est-à-dire je suis arrivé à Hopkins à la fin de 57. Et là, j'ai été promu à associé de professeur grâce à mon mensonge romantique. Qui est paru. Paru chez Grasset. Et c'était une parution en France, c'était pour eux, c'était une preuve de sérieux. Exactement la même chose. Même mieux, d'une certaine manière. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, vous savez, les universités américaines, l'Amérique, c'est le pays de la libre entreprise, mais pas du tout dans l'éducation. Dans l'éducation, les publications sont subventionnées. Les professeurs ne se parlent que les uns aux autres. Mais ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Par conséquent, les livres ne sont pas lus. Donc, publier un livre chez Grasset, avoir des comptes rendus dans Le Monde et Le Figaro, c'était l'idéal du professeur américain à ce moment-là, qui était en français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était un beau coup. Vous en faites lire le manuscrit de Mensonges romantiques et vérités romanesques à Léo Spitzer, Georges Poulet, quelques autres que vous rencontrez à Johns Hopkins. Quelles sont leurs opinions? Georges Poulet, très mauvais. C'était quoi le statut de Georges Poulet? C'était un critique littéraire? Georges Poulet, c'est un critique littéraire, et c'était le frère. Il s'était exilé d'abord en Angleterre, en Écosse peut-être, puis en Amérique, parce que son frère, c'était Robert Poulet, journaliste collaborationniste belge. Lui n'était pas du tout collaborationniste, c'était le type le plus paisible qui soit, et qui faisait ses articles littéraires, à mon avis, très très ennuyeux. Ou alors, par exemple, le cercle chez Flaubert. Alors, Emma Bovary qui dessine des cercles dans le sable avec son ombrelle. Vous voyez, c'est ça. Alors, je lui ai envoyé mon manuscrit exprès. Je savais qu'il réagirait mal, mais il a réagi avec une violence inouïe. Il m'a écrit, je l'ai perdu aussi malheureusement, une lettre de 18 pages en me disant « Traitez la littérature, c'est pire que la psychanalyse que vous faites. Parce que vous y mêlez la littérature à un point tel, n'est-ce pas, que c'est vraiment un crime contre la littérature elle-même. Alors que Freud reste extérieur. » J'étais ravi, absolument ravi. Léo Spitzer est important pour vous? Alors, Léo Spitzer, c'est la grande érudition allemande. Vous savez, il y a quelques grands francisants de l'époque, là, leur nom m'échappe, mais des types épatants. Il y avait Auerbach, et on appelait ça en Allemagne des romanistes, parce que généralement, ils étaient italiens, français, espagnols. Spitzer était ça. Alors, les Français n'aiment pas beaucoup ça, vous voyez, mais c'était des grands bons hommes, et qui ont découvert des tas de principes de critique fondamentaux, sans préciosité, C'était des types très, très, très bien. Et Spitzer, c'est un personnage très haut en couleur. Il a lu mon manuscrit. Et alors, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous avez dû être très malheureux déjà, malgré votre jeune âge. Et je dis, comment est-ce qu'il a vu ça? Mais parce qu'il a pensé que j'avais été victime de ces jalousies Proust que je décrivais. Ah, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Que j'avais participé. Et d'une certaine manière, je n'avais pas été très malheureux, c'est pas vrai. Mais d'une certaine manière, c'est vrai, il y a un mélange
dans le désir mimétique, il ne faut pas nier la partie d'observation personnelle. Nous savons tous que tout ce qui se donne à nous, nous avons tendance à nous désintéresser. Et tout ce qui nous refuse, nous avons tendance à nous y intéresser. Mensonge romantique et vérité romanesque. Par rapport à vos articles d'avant, il y a un pas significatif. Vous sortez de la critique littéraire, là. Vous sortez de ce que vous faisiez sur Saint John Père, etc. Mais c'est quand même encore de la critique littéraire. Parce que, c'est quoi, vous savez, par exemple, moi je trouve que les meilleurs passages de mensonge romantique et vérité romanesque sont ceux qui montrent que le plus intime chez un individu n'est pas intime du tout. Par exemple, prenez Proust, dans la première fois qu'il va au théâtre. Il va voir la Berma. Il est complètement fou de la Berma parce qu'il s'est excité sur les affiches et tout ça. Il est un désir éperdu de la Berma. Et naturellement, il va être déçu. Il est déçu de façon absolue parce que son rêve n'avait aucun rapport avec la réalité. Et alors, le lendemain, M. de Norpois rend visite au narrateur et à son père, et le père est un homme très respectueux des hiérarchies, etc. Il demande à M. de Norpois, mais est-ce que vous avez vu cette représentation de Racine par la Berma, etc. Oui, délicieux, extraordinaire. Il dit 2 ou 3 banalités qui restaurent le désir, non pas du père, mais du petit Proust. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il n'est pas vrai, même à ses propres impressions. Qui revient. Et si vous regardez la scène, ça vous donne une impression de vérité tellement prodigieuse que personne ne voit que tout est fait avec autrui. Personne ne le voit. C'est là que vous sortez, pour définir le désir mimétique, un désir que vous appelez triangulaire. Comment se structure-t-il ? Ce désir est un triangle parce que le désir subjectif ou objectif, c'est toujours une ligne droite. On part de l'objet pour aller au sujet, ou on part du sujet pour aller à l'objet. On désire un objet parce que cet objet est meilleur que les autres, ou c'est le sujet qui dit « moi, je désire ce que je veux, et j'ai élu cet objet-là ». Pas parce qu'il est meilleur, c'est moi. Ça vient de mon moi profond. Alors je pense que le roman montre toujours que derrière, il y a la Berma, il y a les affiches, il y a l'odeur du monde, il y a M. de Norpois. Donc entre le sujet et l'objet, un médiateur. Un médiateur qui est capital. Qui est à la fois modèle. Modèle. Et alors, s'il est trop proche, obstacle. Il devient obstacle. Et ça, c'est très important, cette distance. Parce que c'est la différence entre le désir de Don Quichotte. Don Quichotte, il rencontre les boulets avant, bien sûr, mais ça ne le gêne pas. Il ne rencontre jamais Amadis sur sa route. Donc, il est essentiellement heureux. Tandis que Samson Carrasco, son désir commence par la perte de la bataille avec Don Quichotte. Donc, il est essentiellement rival et malheureux. Je ne voyais pas le côté moderne de Don Quichotte. Le problème de Don Quichotte aujourd'hui, c'est ça. Les gens se disent où est le moderne, où est l'ancien. Ils ne voient pas que Don Quichotte n'est pas de son époque, n'est-ce pas ? Veut ressusciter un Moyen-Âge qui a complètement disparu. Donc, Samson Carrasco veut guérir Don Quichotte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'armer chevalier. Et il va se donner un écuyer semblable à Sancho Panza. Et il va se mettre à jouer de la guitare, je ne sais pas quoi, dans un petit bois, tout près de l'endroit, et Don Quichotte découvre ce chevalier pleurant, etc. Donc est d'accord avec lui, jusqu'au moment où ils se mettent à comparer leurs dulcinés respectifs. Et à ce moment-là, bien sûr, 10 secondes plus tard, ils se provoquent et vont se battre. Et Samson Carrasco est absolument certain qu'il va régler son compte instantanément à Don Quichotte, qui, Rocinante ne tient pas debout, etc. Mais pour la seule fois de sa carrière, il y a un petit caillou qui s'interpose entre le sabot du cheval de Samson Carrasco, et Samson Carrasco est battu. Alors là, le vrai truc admirable, c'est qu'il est vraiment contaminé par le désir mimétique. Et il ne peut plus s'interrompre jusqu'au bout de l'œuvre. Si on comprend l'œuvre, il n'est pas présent, il est absent, mais on sait qu'il médite sa vengeance à l'égard de Don Quichotte. Alors, sa vengeance à l'égard de Don Quichotte, c'est le passage de ce que j'appelle la médiation externe à la médiation interne. C'est-à-dire, Don Quichotte, son désir n'est pas à lui. Son désir vient d'Amadis de Gaule, personnage de roman,
qui triomphe sur toutes les grandes routes, et c'est le désir de Don Quichotte. C'est pas un désir dangereux, parce que Don Quichotte ne risque pas de rencontrer Amadis de Gaule sur sa route. Donc il n'aura jamais de rival. Vous voyez ? Mais Samson Carrasco commence par la rivalité, n'est-ce pas ? Donc c'est le passage de l'ancien au moderne. Donc ce que Cervantes nous montre toujours, c'est que plus le monde moderne devient moderne, plus le Don Quichotisme s'aggrave. Et au fond, ce que dit Stendhal, c'est la même chose. Le monde moderne est un monde de rivaux malheureux, parce que ce sont des rivaux dans le monde du business et tout ça. Pas dans la chevalerie et des trucs lointains métaphysiques, mais dans les affaires. Donc on est toujours malheureux parce qu'on a toujours un rival plus heureux, qu'on est obligé d'imiter. Vous dites, à mesure que le médiateur se rapproche et qu'on passe de Stendhal à Proust et de Proust à Dostoïevski, les fruits du désir triangulaire se font plus amers. Plus amers. Parce que les fruits du désir triangulaire ne sont plus que la rivalité. Si on possède l'objet, il n'y a plus de désir, déception totale. Et si on ne possède pas l'objet, on reste éternellement la langue pendante, n'est-ce pas, regardé par le rival. Le rival cherche autant à vous humilier qu'à posséder l'objet. Donc la littérature, dans son évolution, du moins celle que vous pointez, nous montre la perte des différences progressives. La perte des différences. C'est particulièrement net, celui qui le comprend le mieux, c'est sans doute Dostoïevski. Il faut dire un mot peut-être alors sur l'Éternel Mari. L'Éternel Mari, c'est l'histoire d'un dandy de Saint-Pétersbourg, un peu sur le retour, qui raconte l'histoire lui-même. Il a été l'amant d'une provinciale agréable et excitée, qui va d'amant à l'amant d'ailleurs, très organisée, et il sent que quelque chose ne va pas dans sa vie, qu'il y a quelqu'un qui le surveille, etc. Et il découvre finalement que c'est le mari de cette femme qui tourne autour de lui. Et une nuit, ce type vient le voir et il comprend que l'éternel mari, il l'appellera l'éternel mari, n'est-ce pas, est fasciné par lui parce qu'il a triomphé dans la rivalité amoureuse. C'est donc le médiateur qui parle. C'est donc le médiateur qui parle. Et c'est tellement le médiateur que l'éternel mari, lorsqu'il veut se remarier, invite son rival à venir. Il a besoin de la sanction de son rival. Il a besoin que le rival fasse la cour à la nouvelle jeune fille pour lui garantir qu'elle est valable sur le plan sexuel. Ça, c'est tout à fait colossal. Parce que c'est encore mieux que Cervantes, là, parce qu'il a réussi à créer cette situation. Tout de suite, une complicité s'établit entre l'éternel amant et la jeune fille contre l'éternel mari, qui est foudrage, mais qui est lui-même l'instrument. Alors je dis, là, on voit que le masochisme n'existe pas. Il se fait souffrir lui-même, bien sûr, mais ce n'est pas la souffrance qu'il désire, c'est triompher de son rival. Mais s'il triomphe de son rival, il se dira, j'ai peut-être triomphé parce que la femme ne vaut rien, n'est-ce pas? Donc il est fichu, il est perdu. Les romanciers sont des personnages hyper mimétiques. Ils sont très portés sur ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils approuvent, ça ne veut pas dire qu'ils soient limités à ça. Parce qu'ils ont aussi des rapports, Dostoïevski avait des rapports très forts avec sa famille, il s'est dévoué de façon extraordinaire. N'est-ce pas, sa vie n'était pas faite de ça seulement. Mais il n'y a pas de doute qu'il était exactement comme Proust sur certains plans. Et il n'était pas homosexuel pour autant. Mais si vous regardez l'éternel mari, tous les symboles de l'homosexualité sont là. Parce qu'il y a un moment où l'éternel mari embrasse l'éternel amant sur la bouche. Il y a donc une déviation érotique du sujet vers le modèle. Le modèle. C'est comme ça que vous expliquez l'homosexualité. Et d'ailleurs, le coup extraordinaire, parce qu'on a l'impression qu'il a voulu faire un manuel là, de Dostoïevski. Il y a un autre amant de la même femme qui est là, il meurt. Ce qui désespère l'éternel mari qui loue un carrosse, enfin un véhicule de deuil, pour se rendre en grand uniforme, en jaquette, gants, etc., à l'enterrement de cet autre amant, dont il laisse entendre à l'éternel amant qu'il était supérieur à lui parce qu'il est resté beaucoup plus longtemps l'amant de sa femme. Donc il y a une chose que je n'avais pas vue, qu'un de mes élèves m'a montré, c'est que l'éternel amant est beaucoup plus pris au jeu à la fin qu'il ne s'en doute. Parce que l'éternel mari lui donne des doutes sur sa puissance donjuanesque.
Donc il rentre dans le jeu mimétique à Il son rentre tour. dans le jeu. Entre le sujet et l'objet, il y a le médiateur qui de modèle devient obstacle et, vous dites plus loin encore, devient scandale. Le modèle me scandalise. Je suis scandalisé par le modèle obstacle. Quelle est la réalité anthropologique fondamentale qui se noue ici? Alors, selon moi, dans les évangiles, le mot scandalisé, scandalizein, qui est un néologisme, enfin un mot moderne qui n'apparaît pas chez les bons auteurs, signifie vraiment rivaliser mimétiquement et tout ce que ça comporte sur le plan de du refus de se connaître soi-même, etc. C'est le verbe qui dit ce qui arrive aux rivaux mimétiques. Ils se scandalisent l'un l'autre. Le scandale, d'une certaine façon, est toujours double. Scandaliser les enfants, c'est très 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 grave, parce que c'est les prendre dans ce circuit épouvantable, ce cercle vicieux de la violence, dont ils ne sortiront plus. C'est entrer dans le jeu de la rivalité mimétique, donc se précipiter vers l'enfer. Qui est à l'origine de ce mouvement du scandale? C'est le sujet ou c'est l'obstacle? C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Enfin, il faut regarder cas par cas. Et à partir de quel moment le modèle obstacle scandalise-t-il le sujet? Le modèle obstacle scandalise le sujet à partir du moment où, comprenant que le sujet désire la même chose que lui, il se fâche au lieu d'approuver. Le sujet arrive comme un disciple. Ô toi, mon médiateur, qui sais tout, tu sais quel est l'objet désirable. Donc, sur tes conseils, je vais désirer cet objet. Et alors là, d'un seul coup, il est repoussé, rejeté. Alors le scandale, c'est ça. Il s'attendait à être accueilli. Bien sûr, tu as raison. D'ailleurs, on pourrait dire que la vraie famille, et c'est là où Freud se trompe totalement, le père introduit son fils au désir légitime. Et le fils, c'est pas la mère qui désire sexuellement. Parce que c'est pas vrai qu'un petit enfant désire sa mère sexuellement. Ce sont toutes les choses de la vie, n'est-ce pas, auxquelles le père peut l'introduire parce qu'il n'est pas en rivalité avec lui. Moi, je dis la preuve que Freud est faux, je l'ai comprise le jour où j'ai eu un fils qui a eu vraiment beaucoup de succès. Et un fils ne peut parler de ses succès qu'à son père, alors qu'il ne peut pas en parler à ses pères, parce que ce sont ses rivaux. Donc, s'il leur en parle, vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes 2 candidats pour une bourse, à l'université, vous serez l'ami des gens qui sont de la même discipline que vous, qui donc solliciteront les mêmes places que vous, les mêmes bourses que vous, etc. Si vous vous vantez auprès d'eux, vous êtes tout de suite ennemis. Mais vous avez votre père, et là, le père est fait pour ça, le père est heureux comme un roi. N'est-ce pas? Freud n'a pas vu ça dans la famille. C'est épouvantable, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toute une éloge de la famille à faire à partir du désir mimétique, justement. De comprendre que la vraie famille est celle qui vous permet de faire l'apprentissage du désir mimétique en vous prévenant des difficultés. Vous dites, et c'est très impressionnant, qu'il y a une contamination progressive du désir mimétique. La contagion est politique chez Stendhal, elle est privée chez Proust, elle devient familiale chez Dostoïevski. Familiale. Et là, le nœud de la famille que vous évoquez à l'instant est contaminé, dites-vous. Est contaminé. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire que d'une certaine façon, Freud a raison. N'est-ce pas? Freud dit des choses qui sont vraies à son époque et de plus en plus vraies, mais qui ne l'étaient pas auparavant, n'est-ce pas? Puis Freud devient possible sans doute parce que le père est en train de disparaître. Le père, c'est quand même une forme de médiation externe. La perte de prestige du père fait partie du mouvement vers la médiation interne. Tout ce qui se passe aujourd'hui fait partie d'un mouvement de plus en plus rapide vers la médiation interne. D'ailleurs, le radicalisme fou qu'on voit dans les pays les plus démocratiques, ça veut dire tout ce qui se passe devrait me faciliter les choses sur le plan du désir et me les rend plus compliquées. Donc il y a une puissance occulte qui est contre moi. Le capitalisme ici, l'Allemagne, n'importe quoi, mais il y a toujours un grand méchant loup qu'il faut détruire, qui reste à détruire et qui résume tous les maléfices. Vous dites que Satan et Jésus-Christ sont pour vous celui par qui le scandale arrive. Expliquez-nous cela. Oui. Les deux Alors sont. Satan, le serpent,
Vous savez, il y a plusieurs lectures mimétiques, bien sûr, de la Genèse. Parce que le désir est toujours mimétique dans la Genèse. Il ne vient jamais de celui qui éprouve ce désir. Lorsque Dieu s'en va, le serpent arrive. Et le serpent, c'est essentiellement le médiateur, c'est-à-dire le modèle du désir mimétique. Puisque ce n'est pas Ève qui invente son désir, c'est le serpent qui l'invente pour elle. Ce n'est pas Adam qui invente son désir, c'est Ève qui l'invente pour lui. Adam est mimétisé par Ève, et Ève est mimétisée par le serpent. Donc le Moyen-Âge a tort de dire qu'Ève est plus responsable. Ce serait vrai s'il était à la fois le serpent et Ève, mais elle n'est pas le serpent, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu, après le péché originel, interroge, tout se retrouve dans l'ordre inverse. Il interroge Adam, d'abord, il dit « Oh, c'est pas ma faute, c'est celle d'Ève. » Alors il se tourne vers Ève, et Ève dit « Oh, c'est pas ma faute, c'est le serpent. » N'est-ce pas? Autrement dit, c'est 2 fois de suite, et avec les 2 membres du couple, le caractère mimétique du désir est aussi souligné qu'il peut l'être, n'est-ce pas? Mais le péché originel, proprement dit, il faut le considérer aussi avec ses suites, parce que c'est essentiellement Caïn et Abel aussi. C'est, au niveau du désir mimétique, c'est Adam et Ève. Au niveau de la réalisation concrète, c'est Caïn. Et puis Caïn, il ne faut pas oublier qu'il est le créateur de la première culture. Ça, la Bible le dit très nettement, mais en même temps, elle ne nous dit pas comment il a créé la première culture. Et la seule chose qu'il ait faite, c'est de tuer son frère. C'est le meurtre qui est le créateur de la culture. Donc Satan est celui par qui le scandale arrive dans le monde. Oui. Et en même temps, Jésus-Christ est aussi celui par qui le scandale arrive dans le monde. Il le dit dans l'Apocalypse. Oui, oui. Comment expliquez-vous cette symétrie? Vous jouez beaucoup. Si vous voulez, parce qu'il y a un ordre de Satan, qui est l'ordre sacrificiel, alors qui est, on peut le dire, ordre de Satan, mais par rapport à l'homme, c'est l'ordre humain. Un point, c'est tout, c'est l'ordre culturel, etc. Et cet ordre est toujours en train de s'effondrer. Ces rituels qui sont des contentions de la violence et de l'imitation, le Christ scandalise parce qu'il les... Parce qu'il est bazarde. Il les bazarde d'un... Il dit, la règle du royaume de Dieu joue dans tous les cas, donc vous n'allez pas vous bagarrer sur ces trucs-là. Mais donc, le Christ est plus difficile que n'importe qui. C'est pas la facilité du tout. C'est être capable de se conduire comme si on avait des rites, alors qu'on n'en a plus. Et la seule manière de pouvoir le faire, paisiblement, c'est de l'imiter. C'est de l'imiter lui. De l'imiter et d'imiter la façon dont il imite le Père. Si vous voulez, tout modèle dont nous imitons le désir parce que nous le respectons infiniment, nous l'admirons, et l'objet, d'une certaine manière, nous intéresse toujours moins que lui. Nous voulons être lui. Alors, lorsqu'il nous interdit l'objet, il paraît le faire d'une manière injuste. Car nous voyons en lui, si vous voulez, un conseiller spirituel. Il nous dicte tous nos mouvements. Nous en sommes déjà un Dieu, d'une certaine manière. Donc nous sommes scandalisés par son opposition, pour commencer. Et le scandale, c'est très littéralement ça, parce que plus on est scandalisé, plus on revient, comme une dent qui fait mal. On ne peut pas s'arrêter de remettre la langue dessus. Mais le scandale du Christ, le Christ serait ce médiateur qui ne voudrait pas qu'on se l'assimile, qui ne voudrait pas qu'on l'imite. Oui. C'est paradoxal. Ah non, le Christ veut qu'on l'imite. Mais le Christ, on va se trouver devant lui, devant un modèle tellement différent des autres, où il n'y aura pas de rite, il n'y aura pas de formule toute faite, vous voyez, qui permet de franchir certains obstacles de façon relativement facile, eh bien, il va scandaliser à chaque instant, comme il scandalise ses auditeurs
lorsqu'il laisse ses disciples manger ou travailler le jour du sabbat, etc., lorsqu'il ne suit pas les règles de pureté et d'impureté, lorsqu'il viole toutes les règles de la culture. Vous dites donc, et c'est l'ultime thèse de Mensonge romantique et vérité romanesque, que la médiation qui se rapproche, qui d'externe devient interne, correspond au mouvement politique qui fait advenir la démocratie. Dans un état d'instabilité, de toujours au bord du gouffre en quelque sorte, qui vous fait dire, vous suggérez déjà, dès cette époque, qu'il y a là une apocalypse différée. Il y a un mouvement très important dans Mensonge romantique qui est l'historicisation de la littérature. Ça s'est toujours fait, il y a ce qu'on appelle l'histoire littéraire. Mais c'est le désir qui devient historique. Alors je pense que ça va tout à fait dans le sens des sciences modernes. Vous voyez, qui historisent tout. La biologie, l'astrophysique, etc. Plus rien n'est stable dans notre monde. Alors historiser le désir, au fond, je ne me rendais pas compte à l'époque, va tout à fait, je pense, dans le sens de la sociologie moderne. Et je pense qu'il y a des rapports considérables avec les grands sociologues, en particulier avec Marx. Marx vous dit que tous les rapports sont conflictuels, etc. Il faut les rendre plus conflictuels, aussi conflictuels que possible, pour arriver à quoi? À l'indifférenciation totale que crée le capitalisme, le globalisme. N'est-ce pas? Et cette indifférenciation totale, c'est l'amitié totale. Il n'y a plus de motif de lutte. Il ne se rend pas compte que c'est l'absence de motif de lutte qui fait la violence humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne comprennent pas le fait que l'indifférenciation, c'est la rivalité absolue. Par conséquent, l'opposition est absolue, mais il y a tout ce qui mène à l'indifférenciation est perçu d'une certaine manière dans la même optique, ou dans une optique analogue. Défavorable plutôt que favorable. Donc c'est aussi une critique de Marx. Mais une critique de Marx qui en même temps reconnaît le génie de la description des rapports humains. Si vous regardez Marx, dans la période 48-70, il a tout prévu. Il a prévu la Commune, il a prévu les révolutions de 48, etc. Et avec espoir, n'est-ce pas? Et toujours déçu par le fait que les milieux révolutionnaires, qui auraient dû s'entendre, ne faisaient que se diviser, se battre entre eux, etc. Lucien Goldman est très enthousiaste. Il écrit un article à ce moment-là, Marx, Lukács, Girard et la sociologie du roman. Ah oui. Oui. Alors ça m'a fait un bien prodigieux, vous voyez, d'être associé à Marx et à Lukács. Et c'était dans une revue toute nouvelle qui s'appelait Médiation.